bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast créé et animé par André Loez, consacré à l'actualité des livres, des débats, de la recherche en histoire. Pour cette émission, une des dernières de la saison, je vous propose de retrouver l'historienne Pauline Peretz, qui nous parle d'une histoire méconnue de ségrégation dans l'armée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Vous retrouvez les informations sur l'émission du jour sur le site parolehistoire.fr avec les autres épisodes du podcast. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir Parole d'Histoire via un bouton PayPal sur le site ou en faisant un tour dans la boutique. N'hésitez pas également à laisser une note ou un commentaire sur iTunes et à vous abonner sur Spotify, Deezer ou partout où vous écoutez vos podcasts. Merci et très bonne écoute. Je suis avec Pauline Peretz, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à l'Université Paris 8. Vous êtes la directrice adjointe de l'IHTP. On a eu le plaisir d'avoir Malika Ral, sa directrice, il y a peu de temps à ce micro. Donc bienvenue. Merci. Et on va parler ensemble du livre que vous venez de publier aux éditions du Seuil, Une armée noire, Fort Huachaca, Arizona, 1941-1945, qui évoque un lieu et une expérience assez méconnue de la Deuxième Guerre mondiale, qui concerne en particulier les Africains-Américains, les soldats noirs américains, et la façon dont s'est déroulée une de leurs expériences durant la guerre. Avant d'en parler, je voudrais vous poser la question du côté un peu caméléon de votre parcours académique et historiographique, puisque vous avez fait une thèse en partie sur les États-Unis, mais qui vous a aussi amené à parler de la guerre froide. Vous êtes passé par plus de l'histoire sociale française, par l'affaire Dreyfus. Comment vous expliquez ces rebondissements qui ne sont pas si courants finalement dans le monde académique ? J'aime être saisie par un sujet que je découvre un peu soit au fil de rencontres avec des collègues, soit au fil de rencontres dans les archives. Et j'essaie d'être tirée par un principe de plaisir et d'appétit pour des nouveaux sujets. Donc je pense que c'est ce qui peut donner l'impression d'un investissement dans des champs très différents. En même temps, l'occasion d'écrire cette égo-histoire pour l'habilitation à diriger les recherches, ça a été aussi un moment pour tenter d'établir un fil entre ces différents champs. Et je pense que ce qui m'intéresse vraiment, c'est les relations entre les minorités et l'État. Et donc, que ce soit l'affaire Dreyfus ou la mobilisation américaine pour l'émigration des Juifs d'Union soviétique ou ce livre sur l'histoire d'une minorité ségrégée aux États-Unis, il y a vraiment ce lien, ce fil des relations entre des minorités opprimées qui cherchent l'émancipation, qui cherchent l'égalité dans des démocraties ou des États totalitaires. Ensuite, je pense qu'entre mon premier travail de recherche, donc l'émigration des Juifs soviétiques, et puis ce travail qui porte sur un lieu d'enfermement, il y a aussi ce point commun qui est la volonté pour ces minorités de chercher un moyen d'échapper à l'enfermement, au confinement. Alors, plus ou moins réussi. Dans le cas des Juifs d'Union soviétique, le mouvement que j'étudiais, c'est un mouvement qui a connu le succès, puisque les Juifs ont réussi à quitter l'Union soviétique pendant la guerre froide. Et là, des soldats africains-américains qui sont confinés dans un poste militaire et qui, bien évidemment, ne peuvent pas en sortir sous peine de sanctions des cours militaires, mais qui vont chercher à déjouer la ségrégation qui leur est imposée. Pour rester un instant sur ces questions de champs de recherche, vous avez fait votre thèse avec André Caspi, qui était une figure importante des études américaines. Est-ce que vous vous considérez comme américaniste ? On a eu l'occasion, par exemple, de discuter avec Elsa De Vienne à ce micro, qui a travaillé sur la Californie. Il y a les travaux de Thomas Grillo. Il y a une génération, finalement, de gens qui renouvellent en France les études américaines. Est-ce que c'est votre champ ou est-ce que c'est un champ parmi d'autres que vous explorez ? Non, je pense que je me considère de plus en plus comme américaniste. Elsa et Thomas sont des amis, des collègues avec lesquels j'ai grandi aussi comme américaniste. Alors, eux deux ont été formés à l'École des hautes études en sciences sociales. Moi, j'y suis arrivée plus tard dans ma formation, puisque j'étais à la Sorbonne, où en fait, l'histoire américaine qui est pratiquée, et je pense encore à l'époque, c'est plus une histoire des liens entre France et États-Unis, une histoire qui se fait passeur, en fait. Alors qu'à l'EHESS, l'histoire qui s'est faite et qui continue à se faire, c'est plus une histoire qui veut parler d'égal à égal avec l'histoire des États-Unis telle qu'elle est produite aux États-Unis. Donc une histoire qui est peut-être plus en phase ou plus avec l'historiographie actuelle. Mais oui, moi je revendique cette appartenance et même si je m'autorise toujours à faire des pas de côté avec certains d'entre eux ou avec des collègues extérieurs au champ.
Et toujours pour parler de chant, ce livre vous a aussi amené à vous confronter peut-être de manière plus directe à une autre sous-discipline qui est l'histoire militaire. Jusque-là, vous aviez beaucoup travaillé avec de l'histoire diplomatique, pour votre thèse notamment. Là, l'histoire militaire, c'est quand même aussi un monde avec ses codes, avec ses particularités. Il y a toutes ces abréviations militaires incontournables pour s'y repérer. Est-ce que ça a été un choc culturel au moment de la recherche ou est-ce que vous y êtes trouvé bien finalement de cette histoire militaire ? Non, ça a été un peu difficile et d'ailleurs je pense pas avoir fait une histoire militaire. Enfin bon, certes, ça c'est ce que j'ai découvert en faisant ma recherche, que l'histoire militaire est une histoire qui est en profond renouvellement, qui fait de plus en plus une histoire totale. Et l'histoire de l'armée, on peut l'étudier sous l'angle de l'assurance vie, de la sexualité, des loisirs, des relations avec les populations civiles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris en découvrant ce fort, mais c'est vrai qu'il a fallu que je me familiarise avec le nom des armes, les types de pratiques qui sont imposées aux soldats. Enfin, bon, donc pour ça a été difficile. Aussi parce que ça se passait dans une langue étrangère et je ne connaissais pas nécessairement les termes correspondants en français. Mais j'ai été conseillée, notamment sur le fort. J'ai été en quelque sorte cornaquée par un employé du musée de Fort Huachuca qui a été un peu mon éducateur en termes d'armes, de lecture des photos aussi pour arriver à lire les emblèmes, à comprendre des abréviations comme vous le disiez tout à l'heure. Donc un champ vraiment nouveau, mais c'est ce que j'aime aussi, dans la recherche, de pouvoir se replonger dans un monde aussi qui n'est pas seulement un monde archivistique nouveau à chaque projet, à chaque livre. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de l'événement du lieu, Fort Huachuca, des années 1940, de cet enfermement-entraînement de 30 000 environ soldats africains-américains ? J'y suis venue en fait dans le cadre d'un travail que j'ai réalisé avec Thomas Griot dont on parlait tout à l'heure et Yann Philippe qui est un autre de la bande du Centre d'études nord-américaines. On a travaillé pendant plusieurs années en fait sur la déségrégation des hôpitaux de vétérans. Moi j'avais très envie de travailler en fait à l'intersection des champs de la race et de la santé. Et donc je leur avais proposé qu'on travaille ensemble sur ce thème et on a mis du temps à trouver un terrain sur lequel c'était possible de faire ça. Et en fait en travaillant pendant de longues années sur ces archives de la déségrégation de l'agence des vétérans, qui est une énorme agence fédérale, moi je suis tombée à plusieurs reprises sur le nom de Fort Huachuca et d'un hôpital qui était tenu pour être le premier à avoir opéré une déségrégation raciale, donc à s'être intégré racialement. Et moi, ce nom de Fort Huachuca m'intriguait. Je ne savais pas d'où il venait. J'ai compris que c'était un hôpital qui se trouvait en Arizona. Et j'ai eu envie d'en savoir plus parce que je trouvais ça assez extraordinaire. Lorsqu'on sait qu'en fait, la déségrégation des hôpitaux publics aux États-Unis, c'est tardif. C'est 1964. Donc là, c'est une expérience qui a eu lieu pendant la guerre, aux alentours des années 42-43. Et donc, c'est cette piste qui m'a tenue. Et au début, j'avais même l'idée de ne travailler que sur l'hôpital. Et puis, faute de sources, faute de témoignages. Et puis aussi parce que autour de cet hôpital, il y avait ce fort qui présentait aussi toute une histoire passionnante. J'ai décidé d'élargir, donc de faire une micro-histoire, mais quand même moins microscopique que celle à laquelle j'avais pensé initialement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être en quelques mots, et après on va détailler en fonction des chapitres du livre, des angles d'approche que vous prenez, qu'est-ce qui se passe entre 1941 et 1945 dans ce coin paumé, il faut le dire, de l'Arizona, dans une zone semi-désertique, très vide, il y a un fort qui s'implante. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui en fait un lieu singulier? Alors, ce lieu est singulier et unique dans l'histoire des États-Unis parce que c'est la base d'entraînement du plus grand nombre de soldats africains-américains de l'histoire des États-Unis. Donc, il y a en gros 2 fois 15 000 hommes qui se succèdent sur cette base pour accueillir, donc, dans leur intégralité, ça c'est une des grandes nouveautés, 2 divisions d'infanterie, donc l'unité la plus grande de l'armée américaine, et dans la ségrégation la plus stricte. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le régime de ségrégation, il est appliqué de manière unique aux Africains-Américains dans toute l'armée,
mais qu'il n'y a que 2 lieux aux États-Unis où on n'entraîne que des Noirs. C'est sur la base militaire de Tuskegee, qui est plus connue, parce qu'elle a donné lieu à ce qu'on appelle les Tuskegee Airmen, donc ces aviateurs assez héroïques qui ont bombardé, par exemple, l'Allemagne à la fin de la guerre. Et puis, l'autre exemple unique, l'autre exemple de All Black Post, donc poste exclusivement noir, c'est Huachuca, que j'ai étudié et qui a une forme, beaucoup plus imposante et plus originale aussi, parce qu'elle est loin de toute vie civile, blanche et noire, et qu'elle se joue en fait sur un ancien fort des guerres indiennes qui a été créé à la fin du 19e siècle, qui a ensuite accueilli ce qu'on appelle les Buffalo Soldiers, donc les soldats noirs de l'armée régulière, et puis qui est tombé un peu en déshérence pendant l'entre-deux-guerres, et avant de connaître cette renaissance au moment où l'État fédéral décide de le faire renaître pour y accueillir donc ces 2 divisions successivement. Alors je pose une question très, très générale, mais peut-être nécessaire pour poser le décor. On en est où, au début de la Deuxième Guerre mondiale, des relations raciales aux États-Unis et du statut des Noirs? On sait que l'esclavage a été aboli au terme de la guerre de sécession. Il y a eu la période de la reconstruction d'une possible égalité qui a fini par échouer largement. Les choses se sont ensuite cristallisées au tournant du siècle. On en est où en 1940 ? On en est dans une situation qui ressemble assez à celle des années 1880 de reségrégation, de rediscrimination. Donc effectivement, l'esclavage est aboli par les 13e, 14e et 15e amendements qui sont adoptés tout de suite après la guerre de sécession. Mais dès lors que les troupes fédérales quittent le Sud, il y a un processus de reségrégation et de discrimination qui se met en œuvre grâce à des lois qu'on appelle les lois Jim Crow et qui viennent en fait dépouiller de tous leurs droits civiques et politiques les Africains-Américains du sud des États-Unis, donc la plupart des États du Sud. Et puis il y a des mesures de ségrégation résidentielle, des mesures de ségrégation des espaces. Et en gros, tout est fait dans les États du Sud pour que les Noirs et les Blancs ne vivent pas au même endroit, ne se côtoient pas. Et il y a notamment un tabou absolu sur les relations physiques, donc les relations sexuelles. Et puis, ça, c'est à une époque où, en gros, 9 Africains-Américains sur 10 vivent dans le Sud. Et puis, à partir de 1915, les Africains-Américains, pour beaucoup d'entre eux, migrent vers le nord, vers les grandes villes du nord, à la recherche d'emplois dans les grandes industries du nord, en particulier Chicago, New York, en remplacement notamment de la main-d'œuvre immigrée européenne qui ne vient plus puisque les États-Unis se sont refermés. Et on voit en fait des processus de ségrégation résidentielle se mettre en œuvre dans les villes du nord. C'est légal au sud et c'est davantage socio-économique au nord, pour simplifier. Mais il y a des textes qui sont privés, qui sont adoptés aussi dans le nord, ce qu'on a appelé les racially segregative covenants, qui en fait sont des contrats de droit privé qui forcent les propriétaires de bâtiments qui interdit aux propriétaires de louer ou de vendre des bâtiments ou des appartements aux Africains-Américains. Donc, se crée ce qu'on va appeler plus tard, vraiment à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, des ghettos urbains. L'existence est là, mais le terme n'est pas encore utilisé. Et ségrégation raciale qui va avoir des conséquences sociales vraiment notables, avec l'explosion d'émeutes urbaines régulièrement, notamment pendant la guerre. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, les activistes africains-américains sont très revendicatifs et finissent par obtenir du président Roosevelt, en fait, la fin de la discrimination dans l'emploi fédéral, notamment dans l'industrie d'armement et toute l'industrie de construction nationale. Donc, il y a un premier pas qui est fait contre la discrimination dans ce type d'emploi, mais restent tous les emplois privés, et puis reste la situation de l'armée où c'est la perpétuation de la ségrégation qui va être décidée, alors même que les activistes africains-américains poussent très fort pour obtenir une intégration raciale. Alors vous expliquez dans le livre que le fait qu'on entraîne ces 2 divisions à cet endroit aussi nombreux, de manière aussi organisée, c'est justement parce que pour répondre à ces demandes, à ces mobilisations, aussi un peu pour les désarmer
désamorcer, on dit, d'accord, on va mobiliser plein de troupes africaines-américaines, mais on ne peut pas les mobiliser n'importe comment, il faut les mobiliser avec une gestion particulière. Qui sont les gens qui imaginent ça? Ça se décide à quelle échelle? Et qui sont les acteurs de cette mise en place de ce que vous avez étudié? Ça se décide au niveau de l'état-major, qui résiste à la pression politique, assez largement de Roosevelt, de sa femme, qui est très proche d'un certain nombre de leaders noirs, en particulier des femmes, et qui, elle, se fait l'écho de cette demande d'intégration, mais en vain. Et donc, c'est un état-major qui est très largement sudiste, qui est qualifié, qui a été diplômé des meilleures universités, des meilleures académies militaires, West Point, Virginia Military Institute, etc. Et ce sont des gens qui ont été vraiment éduqués dans le mythe de la cause perdue. Ils soutiennent encore les héros confédérés. Et ce sont des gens qui finalement perpétuent des traditions racistes du Sud au sein de l'armée et qui vont obtenir en fait que dans toutes les bases militaires des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, que ces bases soient au nord ou au sud, c'est un régime de ségrégation de type sudiste qui va être mis en œuvre. Donc on peut dire qu'en quelque sorte, l'État fédéral, à travers l'armée, il va accentuer la ségrégation dans le domaine militaire pendant la guerre. Avec un regard racialisé porté sur les combattants, à certains égards proche de celui qui a pu exister en France pour des troupes coloniales, c'est-à-dire considère des soldats africains-américains comme pouvant être courageux mais potentiellement indisciplinés, pouvant avoir une sexualité débridée, il faut la contrôler, pouvant être plus impressionnables, nécessitant plus d'encadrement, etc. Il y a toute une série de stéréotypes liés aussi à l'expérience de la Première Guerre mondiale, ou en tout cas la façon dont elle a été racontée ensuite, qui justifie dans leur esprit ce type de mesures, ce type de mise en place d'entraînement particulier. Oui, tout à fait. En fait, il y a une vision très paradoxale et contradictoire des troupes noires. Il y a à la fois une peur très forte que des soldats armés retournent leurs armes contre les commandants blancs en forme de revanche raciale, et en même temps ce mépris d'hommes qui seraient peureux, qui n'auraient pas de force, qui seraient des lâches. Et ça, c'est vraiment des stéréotypes. Les deux stéréotypes sont des héritages de l'esclavage. Alors c'est ce qui justifie qu'en fait l'armée depuis la Première Guerre mondiale est très réticente à envoyer les troupes noires combattre. Elle les confine plutôt à des fonctions de soutien ou de logistique. Et lorsque pendant la Première Guerre mondiale les soldats africains-américains combattent, d'ailleurs la 92e division dans un autre ordre, elle va combattre sous commandement français, parce que les Français sont censés avoir l'habitude de l'encadrement des troupes noires impériales. Alors jusque-là, dans tout ce qu'on vient de dire, on est dans des choses qu'on pourrait dire attendues de la façon dont fonctionne le cadre de la ségrégation, de la domination raciale aux États-Unis. Et pourtant, et c'est là que je trouve ça très intéressant, votre livre va introduire deux bifurcations légères dans la manière de raconter les choses, à la fois parce qu'il montre que sur place, l'encadrement blanc du camp ne va pas aller jusqu'au bout de cette logique ségrégative, parce qu'il est obligé de trouver des accommodements, parce que finalement, quand on a 15 000 personnes sous ses ordres au quotidien, pratiquer la seule dureté, c'est pas forcément très productif, donc il doit trouver des accommodements. Et puis du côté aussi des acteurs noirs, certains vont trouver dans cette forme de séparation, dans cette forme de mise à l'écart, des ressources pour trouver des formes d'autonomie. Donc là, la ségrégation produit l'inattendu. Dans l'histoire de la ségrégation, il y a évidemment la domination, mais il n'y a pas que la domination. Ouais, c'est toute l'ambiguïté de cette expérience. Et en fait, elle doit largement à la supériorité numérique écrasante, en fait, des soldats africains-américains. En gros, on est sur 1000 blancs d'encadrement, et encore ce nombre diminue au fur et à mesure, et 15 000 soldats africains-américains. Donc, jusqu'où peut aller la répression ou l'humiliation pour tenir autant d'hommes? Et en fait, c'est une question que se posent les commandants blancs, et ils n'y répondent pas de la même manière. En fait, il y a en gros deux têtes dans ce commandement. Il y a d'abord la personnalité qui tient le fort, qui s'appelle le colonel Harris, qui est un cavalier de Virginie, a priori raciste bon teint. Il a un portrait des confédérés dans son bureau, et pourtant c'est quelqu'un qui va comprendre assez rapidement la nécessité de faire des compromis, et il est assez audacieux. Il va bien au-delà de ce que lui permet l'armée, mais très loin de Washington, loin aussi du commandement militaire qui se trouve en Californie. Il tente
tentent des choses, et notamment, ils créent un bordel de campagne au pied à la porte directe de Huachuca, qui est contrôlée par l'armée. Il y a des mesures sanitaires, des mesures de contrôle des prostituées. Enfin, vraiment, l'armée se trouve à faire un travail qu'elle ne devrait pas faire. Et il a aussi cette idée que, en fait, proposer une offre culturelle de très grande qualité aux soldats devrait permettre de leur faire accepter l'ennui et puis aussi l'humiliation de ne jamais être envoyés au combat, parce que pendant très longtemps, il y a cette idée qu'ils n'iront pas combattre. Donc, les stéréotypes sur les qualités sportives, les qualités aussi, le goût pour la danse et la musique des Noirs est évidemment ravivé dans cette idée-là. Et il se joue quelque chose d'assez similaire sur d'autres camps. Mais là où il fait vraiment preuve d'audace, c'est qu'il imagine utiliser les beaux-arts, et ça a été ma grande surprise, pour en fait éveiller une forme de fierté auprès surtout des officiers africains-américains, mais aussi des soldats. Et il a l'idée, c'est de faire de ce fort une forme de galerie d'art noir en plein milieu d'Arizona, en plein milieu de la guerre, qui m'a beaucoup surprise et qui m'a amené à y consacrer un certain nombre de pages, et en particulier à l'accrochage d'une toile que je ne connaissais pas avant, mais qui est une toile assez remarquable, une peinture murale d'un jeune peintre qui est promis à un grand succès, qui s'appelle Charles White et qui s'appelle Five American Negroes, et qui raconte en fait l'histoire de l'émancipation noire à partir de 5 figures de ce Sojourner Truth, donc l'esclave libéré, vraiment à l'avant-garde de l'Underground Railroad pour faire fuir les esclaves au milieu du 19e siècle, jusqu'à Marian Anderson, la soprano qui va chanter devant le Lincoln Memorial à l'invitation d'Eleanor Roosevelt. Et en fait, c'est assez surprenant que cette toile se retrouve devant des soldats et des officiers qui ont envie finalement d'en découdre avec l'ordre racial raciste qu'ils subissent quotidiennement. Alors cette toile, on mettra la reproduction sur le site. Je signale que vous avez consacré un article dans la revue Alarmée qu'on peut lire en ligne, et c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut peut-être, pour incarner cette histoire, passer en revue quelques-uns des lieux de ce fort, parce que c'est un livre aussi qui se lit un peu comme un western. Il y a quelque chose de cinématographique, et vous posez le décor, et qui est fondamental pour comprendre comment ça se passe. D'abord, à quoi ça ressemble les baraquements de ces 15 000 hommes, ils sont 30 000 au total, mais 15 000, et puis ensuite 15 000 de la deuxième division qui arrive par la suite. À quoi ça ressemble les baraquements de ces 15 000 hommes? Mais en fait, quand on arrive à l'époque sur le fort, et c'est encore le cas aujourd'hui, et pour moi, ça a été très important de sentir ça, de comprendre l'organisation du fort. On passe d'abord par ce qui a été, pendant la guerre, les baraques des femmes, les auxiliaires de l'armée, qui étaient loin, en fait, du commandement, mais aussi loin des hommes. Et puis, on arrive à un moment à l'hôpital, aux 2 hôpitaux militaires, et puis progressivement, les lieux de loisirs, qui sont proches des baraques qui ont été créées au moment de la recréation du fort. Et ces baraques, elles sont toutes identiques, en pin, avec des toits ondulés dans lesquels on crève de chaud. Voilà, elles ont été construites à la hâte, sur des modèles qui sont typiques des camps à l'époque. Et donc là, on est un peu loin d'imaginer un camp original. L'originalité du camp, elle apparaît lorsqu'on continue le chemin et qu'on arrive vers la montagne, les montagnes de Huachuca, qui font finalement obstacle à l'avancée vers le Mexique. Et juste avant, 1 ou 2 miles avant d'arriver à la montagne, il y a ce qu'on appelait le Old Cantonment, donc la place d'appel historique, autour de laquelle va se déployer en fait tout le commandement militaire blanc, et qui est vraiment le lieu des parades, le lieu des passages en revue, le lieu où vivent également certains des plus gradés africains-américains, et en particulier les médecins de l'hôpital. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été très important d'utiliser ce huis clos pour expliquer comment s'organise la ségrégation spatialement, parce que je pense que, évidemment, c'est intéressant d'étudier les règles, mais ça m'a intéressé encore plus de voir comment
comment les gens vivaient dans leur corps, hein, parce que la séparation physique, elle se vit dans le corps, c'est cette séparation des lieux, mais aussi des emplois du temps. Enfin, il y a toute une attention aux horaires pour que les gens ne se rencontrent pas, en particulier dans la piscine, en particulier dans les théâtres. Ça peut être aussi l'attention à une ficelle qu'on va mettre au cinéma pour séparer les blancs des noirs. Donc vraiment, j'ai essayé, tout en gardant une forme narrative à ce récit, d'être le plus attentif possible à l'organisation de l'espace. Alors, un de ces espaces où se croisent justement la question du lieu, la question des règles, c'est les clubs plutôt des officiers, puisque un des éléments clés de la ségrégation, c'est de faire en sorte que les officiers noirs ne se mélangent pas aux officiers blancs, ou le moins possible, ou seulement à certains moments, au moment de certaines manœuvres, de certaines cérémonies, etc. Mais dans le quotidien, le Mountain View Club, c'est là où il y a cette fameuse peinture dont on a parlé, c'est le lieu où sont relégués, consignés les officiers noirs, qui d'ailleurs ne sont pas forcément très, très contents, qu'ils font savoir, et c'est un des marqueurs, vous y insistez beaucoup, de cette ségrégation. Ouais. En fait, la ségrégation, elle est surtout problématique pour les officiers parce que pour eux, le filtre du rang ne fonctionne pas. Enfin, des soldats blancs, il n'y en a pas, je l'ai dit, donc la question de la séparation des soldats ne se pose pas puisque par leur rang même, ils vivent sur d'autres lieux une fois les manœuvres et les exercices militaires effectués. En revanche, au niveau des officiers, se trouve un côte à côte des Noirs et des Blancs. Alors certes, pas au même grade, hein, puisqu'il y a une règle qui n'est pas écrite, mais qui est tacite, qu'un officier africain-américain ne peut commander un Blanc. Donc il y a un moment, ils sont ce qu'on appelle à l'époque frozen in grade, ils ne peuvent plus avancer. Donc soit les Blancs sont déplacés vers d'autres lieux, soit il y a un phénomène de tassement de la pyramide et les Africains-Américains ne peuvent pas progresser. Donc en fait, il s'agit de créer, pour le commandement blanc, de créer des filtres supplémentaires, de créer des filtres parce qu'il n'en existe pas de mécanique comme celui du rang. Et un de ces filtres, c'est la séparation physique, notamment dans les moments de loisirs, pour qu'il n'y ait pas d'égalité sociale, en fait, dans la vie quotidienne. Donc, va être créé un autre Officers Club, un club des officiers, donc Mountain View, qui est plus en retrait, qui est moins proche de l'ancien fort, et ça veut dire quelque chose, hein, pas seulement symboliquement, ça veut dire qu'ils valent moins, tant dans la hiérarchie militaire que pour la valeur des individus. Et donc un endroit qui est moins agréable, mais où certains Africains-Américains vont aimer se retrouver quand même, parce que c'est un lieu où ils vont être entre eux, où des expositions vont être organisées, où des stars africaines-américaines qui sont de passage sur le camp vont venir passer la soirée. Et donc c'est un lieu assez ambigu. Donc les médecins africains-américains dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont eux les officiers les plus gradés du fort, vont essayer de boycotter le lieu, de rendre leur carte qui leur a été imposée, de refuser de cotiser, mais ils ne vont pas avoir gain de cause. Et en fait, ce lieu, il va se transformer un peu en un entre-soi de consolidation de l'ego. La personne qui s'en occupe va commander des photos autographiées, dédicacées aux plus grands leaders africains-américains de l'époque. Moi, j'ai retrouvé une lettre adressée à W.E.B. Du Bois en lui demandant une photo qui va être accrochée. Donc c'est un lieu à la fois rejeté et accepté parce qu'il n'y a pas d'alternative. Dernier lieu, et on en a déjà un petit peu parlé, c'est l'hôpital. Un hôpital qui existait en 2 bâtiments reliés par une passerelle, de manière à la fois, encore une fois, spatiale et symbolique. Et donc, ce lieu qui est un lieu d'intégration imprévu. C'était pas conçu comme ça au départ, mais progressivement, des patients blancs acceptent d'être soignés, voire demandent à être soignés par des médecins noirs parce que ils sont excellents. Et donc, c'est un lieu très, très à part dans l'histoire de la médecine, des relations raciales. Ouais, c'est un lieu à part parce que vont y venir exercer en fait les meilleurs médecins africains-américains de l'époque qui sont conseillés, recommandés par un homme qui joue un rôle important dans cette histoire qui s'appelle Midian Bosefield, qui est vraiment un pionnier de la médecine noire, médecine all black dans la vie civile, qui a beaucoup travaillé avec la philanthropie blanche de Chicago et qui est très connecté aux meilleurs médecins, dermatologues,
cardiologues, pneumologues, etc., qu'il convainc de venir faire leur service militaire à Huachuca plutôt que d'être envoyés dans un hôpital de campagne, dans un lieu lointain. Et donc se retrouve à Huachuca, dans l'hôpital noir, une équipe absolument hors pair, qui, pour certains, ont été diplômés en Europe, etc. Donc avec un savoir-faire que les médecins blancs qui sont dans le petit hôpital d'à côté et qui soignent les officiers blancs n'ont pas. Et donc, au fur et à mesure en fait, du déploiement des médecins blancs sur le front, les médecins noirs vont prendre leur place et les médecins blancs vont également demander l'aide des médecins noirs après avoir raté un certain nombre d'opérations assez sensibles. Donc il y a à la fois une intégration au niveau des médecins qui est connue du bureau du médecin général à Washington et qui est tolérée, qui n'est pas encouragée mais qui est tolérée. Et puis il va avoir aussi une intégration, comme vous l'avez dit, au niveau des patients qui vont, et ça au début ça m'a beaucoup surprise, mais qui sont prêts à devenir colorblind en quelque sorte, à la couleur de la peau, dès lors que on va les soigner le mieux possible. Et c'est pas toujours une question de vie ou de mort. Enfin, alors moi, j'ai essayé de comprendre ça, d'interpréter cette acceptation de la proximité physique, à la fois par un prisme de classe. Ces hommes qui soignent, ils viennent de l'élite, ils partagent assez largement des codes avec l'élite blanche, avec ceux qui se font soigner. Et puis, je me suis dit aussi que, en fait, cette relation de soins, elle était extraordinaire. Enfin, extraordinaire au sens de inhabituel, c'est pas une relation de commandement ou une habituelle, quotidienne, c'est pas manger tous les jours à la même table. Donc il y a une forme d'exception qui va être acceptée là et qui va permettre de nier en fait un des motifs principaux pour repousser en fait la déségrégation dans les hôpitaux, c'est de dire mais les gens ne sont pas prêts et l'État fédéral ne veut pas être un laboratoire, ne veut pas pousser les gens plus loin qu'ils ne peuvent aller. Et donc cette expérience, elle est intéressante parce qu'elle va être rappelée après la Seconde Guerre mondiale comme la preuve que les Blancs et les Noirs sont prêts à se faire soigner les uns à côté des autres, ou les uns en même temps que les autres. On l'a déjà un petit peu dit, c'est un lieu qui est à la fois clos, confiné, mais qui est aussi sous le regard des États-Unis, sous le regard des dirigeants militaires, mais aussi sous le regard de toute une série de journalistes, d'intellectuels, notamment de la cause noire. On a parlé de W.E.B. Du Bois, il y a les membres de la NAACP, de l'Association pour l'avancement des populations de couleur, il y a des journalistes du Pittsburgh Courier, il y a plein de gens qui s'intéressent à Huachuca, à ce qui s'y passe, qui rapportent ce qui s'y passe, ce qui fait aussi que les autorités ne peuvent pas y faire absolument n'importe quoi, parce qu'on est quand même sous le regard de toute une série d'acteurs à un moment où on ne peut pas se permettre non plus une explosion sociale en plein effort de guerre et avec la volonté de garder le plus longtemps possible la cohésion sociale et raciale. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de visiteurs qui rendent compte par des lettres ou par des articles. Et il y a notamment un reportage qui m'a beaucoup arrêté et que j'ai trouvé tout à fait passionnant, qui est réalisé par un photographe qui travaille pour Life Magazine, qui est un photographe pas très connu, mais qui vient passer un mois au printemps 43 sur le fort et qui fait des centaines de photographies. Seule une dizaine sera utilisée et publiée dans Life Magazine pour convaincre l'opinion américaine que les Africains-Américains sont d'excellents soldats. Donc on va retourner avec ce reportage photo les préjugés pour accompagner en fait la décision du gouvernement de finalement envoyer des troupes alors même qu'elle y avait résisté. Alors ce retournement, il s'explique assez largement par la mobilisation des organisations militantes, mais aussi par la création d'une commission au sein du département de la Défense pour réfléchir à l'usage des troupes noires. Et en fait, face à la mortalité des soldats blancs, face aussi le scandale de préserver... Enfin, finalement, même les Blancs se disent mais pourquoi est-ce qu'on va préserver des vies noires et finalement sacrifier des vies blanches alors qu'il s'agit de sauver d'autres pays. Donc il y a tout un mouvement favorable finalement à l'envoi de troupes noires, à la fois venues de Blancs hors de l'armée et puis des Africains-Américains, qui va conduire à l'envoi de troupes, mais alors des troupes qui ne sont pas toujours suffisamment bien préparées parce qu'elles n'ont pas été encadrées comme il fallait ou parce qu'on ne leur a pas donné les bonnes armes pour être prêtes au combat.
Cet envoi au combat, il est assez tardif. Avant ça, il y a eu un projet que vous évoquez à un moment qui paraît impensable, et d'ailleurs tellement que les acteurs sont mobilisés pour dire c'est quand même pas possible, un projet d'utiliser certains de ces soldats pour aller ramasser du coton à l'automne 1942. Alors il y a des circonstances concrètes qui l'expliquent, un petit peu comme récemment, il avait été suggéré aux enseignants d'aller récolter des fraises. On se souvient peut-être de cet épisode. Bon, voilà, il faut des gens pour aller faire des tâches agricoles en pleine guerre. Effectivement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Sauf que demander à des soldats noirs d'aller ramasser du coton, ça a un sens évidemment beaucoup plus fort. Bah oui, c'est très chargé. Enfin, les soldats africains-américains se retrouvent réassignés à leur rôle de cotton pickers, de récolteurs de coton, qui était le leur pendant l'esclavage. Alors que à Huachuca, il y a des soldats du Nord comme des soldats du Sud, mais pour tout le monde, c'est la mémoire collective d'une condition servile et infériorisante. Donc, lorsque le gouverneur d'Arizona réquisitionne les soldats de Huachuca et pas des autres forts qui sont en Arizona, alors qu'il y en a de nombreux, c'est un véritable soulèvement qui se passe, et c'est une des seules occurrences que j'ai repérées de mobilisation de la NAACP contre l'expérience Huachuca. La NAACP, ce qui l'occupe beaucoup à ce moment-là, c'est notamment la question de la ségrégation du sang pour les transfusions sanguines, et moins en fait ce qui se passe dans les forts individuels. Mais oui, c'est une expérience particulièrement humiliante et qui va conduire beaucoup de soldats, beaucoup des WACs aussi, ces femmes qui sont postées à Huachuca, à désigner l'expérience comme celle d'une plantation et donc à la rejeter d'un seul geste, par ce mot. Quand on dit que les autorités de l'Arizona ont envisagé ça, ça renvoie aussi à quelque chose qui est en filigrane dans votre livre, c'est toute la façon dont les populations de l'Arizona et les dirigeants de l'Arizona vont voir la guerre comme une aubaine, finalement, pour attirer des fonds fédéraux, pour capter de juteux contrats pour les industries de guerre, pour réutiliser des terrains qui étaient un peu des terrains vagues, terrains miniers, etc., pour en faire des terrains militaires. Comment les civils blancs de l'Arizona accueillent ce fort à la fois comme une aubaine économique, mais en même temps aussi comme un risque racial? Comment ça se passe de ce point de vue-là? C'est très ambivalent. L'Arizona est un des États qui s'est le plus développé pendant la guerre. C'est ce fameux Sunshine State. Il a les bons vents, le bon ensoleillement, du coton pour construire les parachutes et les pneus des avions, etc. Et aussi des conditions d'entraînement qui vont ressembler au terrain sur lesquels vont être déployés les soldats. Donc ça, c'est la vie des sénateurs, la vie du gouverneur. Mais c'est vrai que la bourgade de Fry, qui jouxte directement le fort, est un peu ambivalente au départ. Alors, la reconstruction du fort, ça permet la perfusion de fonds fédéraux dans l'économie locale, l'emploi de nombreux ouvriers qui étaient au chômage au sortir de la Grande Dépression. Donc, c'est accueilli, cette arrivée est accueillie, mais il y a une forme d'ambivalence lorsque la commune et puis de Tombstone, qui est la bourgade la plus proche au-delà de Fry, vont découvrir que en fait ce sont seulement des Africains américains qui vont venir. Alors c'est une tradition qui était déjà là, c'est aussi la raison, l'accueil des Africains américains, c'est une tradition ancienne dans la région, donc on sait que en gros c'est accepté. Mais bon, il y a une série de meurtres qui ont lieu au tout début de l'expérience. Il y a des accusations de viol. Enfin, il y a un certain nombre d'affaires au tout début de l'arrivée, même avant l'arrivée de la 93e, qui tendent les relations entre les civils blancs et puis les soldats noirs, et ces incidents vont justifier le fait que beaucoup de bourgades aux alentours soient déclarées off-limits, c'est-à-dire interdites aux soldats. Et c'est ce qui va vraiment créer ce confinement de plus en plus étroit, ce huis clos serré, et qui va nécessiter l'organisation de loisirs et d'exutoires sur le fort. Et l'organisation de la sexualité à travers cette institutionnalisation à demi-mot de la prostitution dans une zone dédiée. À travers cette question, vous accordez beaucoup d'importance finalement à la question du corps comme lieu politique. Dans d'autres travaux d'ailleurs, puisqu'il y avait l'affaire Dreyfus, relue au prisme de la correspondance secrète Schwarzkopf-Panizardi. Là, c'est le corps des soignants et des soignés, c'est le corps des prostituées, des soldats, même s'il n'y a pas toutes les sources sans doute pour aller aussi loin que possible. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui compte pour raconter ce type d'histoire?
Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est important de faire cette histoire au plus près des hommes et des femmes pour lesquels, et ça c'est des choses que je comprends surtout dans ma vie à moi plutôt que dans l'expérience des archives, en enseignant à l'université Paris 8, en me retrouvant quelquefois la seule blanche et en écoutant ce que me racontent les étudiants sur ce que c'est que de subir le racisme au quotidien, cette attention à la proximité des corps, aux réflexions quotidiennes, à l'habillement, à la coiffure aussi, qui dit beaucoup de choses sur l'identité des gens et la façon dont ils vont être perçus. Donc oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. D'ailleurs, là, je suis en train de travailler sur Madame C.J. Walker, qui est une femme qui est née dans l'esclavage et qui a bâti un empire cosmétique qui a fait d'elle une quasi-millionnaire en produisant donc un produit pour les cheveux. Donc cette question de la coiffure, de l'attention au corps, de la recherche de la beauté, c'est quelque chose qui commence à m'intéresser beaucoup et qui en fait, oui, était déjà présent là. Avec un paradoxe, c'est qu'évidemment, dans les photos que vous montrez, l'uniforme est aussi quelque chose qui est un très puissant facteur d'invisibilisation, en quelque sorte, des différences, même si les insignes régimentaires, les grades, etc., rappellent, enfin, il y a ce mélange d'uniformité et d'hierarchisation propre à l'armée qui vient complexifier ça. Ouais, mais dans la façon dont les WACS, donc ces femmes auxiliaires, en quelque sorte customisent ou s'approprient leur uniforme de WACS, qui est un uniforme kaki certes, mais qui finalement perpétue les stéréotypes de la féminité respectable dans l'armée, avec une jupe juste en dessous du genou, etc. C'était intéressant d'étudier la façon dont elles cherchent ou non à subvertir les codes qui leur sont imposés par peut-être précisément la mise dans la valise au moment du départ de tel ou tel cosmétique, de tel ou tel peigne pour se coiffer. Alors, à l'invitation du corps des WAC, mais aussi de leur propre initiative. Et en fait, là, pour les WAC, j'ai eu quelquefois accès à des notations assez personnelles parce qu'elles ont beaucoup écrit. Et parce que certaines d'entre elles venaient vraiment de l'intelligentsia, alors on parle souvent de race men, mais moi à propos d'elles, je parle de race women, vraiment des femmes qui étaient de premier plan, qui jouaient des rôles également culturels et sociaux dans leur communauté et qui ont beaucoup noté, beaucoup photographié aussi. Et donc j'ai retrouvé un certain nombre de leurs écrits, un certain nombre et surtout des albums de photos et dans lesquels on les voit photographiés dans des excursions hors du fort. Et on voit en fait tout ce que cet éloignement géographique permet en termes d'émancipation. Enfin, les virer dans le désert entre copines ou avec un flirt du camp, les découvertes des États-Unis à cette période-là, sans le chaperonnage du grand frère, du père, du mari, etc. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé encore plus développer. Et peut-être qu'un jour viendront jusqu'à moi des correspondances ou des photos que j'ai pas encore trouvées, mais j'ai trouvé que c'était une façon de faire de l'histoire au plus près des acteurs qui était particulièrement intéressante pour en fait déjouer finalement le récit top-down que les archives de l'armée imposaient quand même. Et alors ce récit top-down, pour finir, c'est aussi un récit ou une construction historiographique très très forte à deux niveaux. D'un côté, le niveau le plus englobant, c'est la bonne guerre, la grande génération, cette idée que c'était la grande guerre pour la démocratie, etc. Ce qui peut-être omet le fait que la ségrégation remet en cause les fondements démocratiques du pays. Et puis, à l'échelle des soldats africains-américains, c'est généralement un récit centré sur l'héroïsme, les faits d'armes, malgré la domination, ils ont triomphé, ils ont été virils et héroïques. Est-ce que aller au plus près de cette expérience, ça permet de mettre à distance ce type de grande narration? C'est ce que j'ai voulu faire, de dire, regardons sur le terrain et dans un lieu où il n'y a pas de combat. Et ça, c'était important pour moi. C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'à peine suivre les troupes au combat. Ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'enfermement, qu'est-ce qui se passe dans un moment où personne ne peut être héroïque et où la cohabitation quotidienne et finalement dans l'usure se joue. Donc ça c'est un lieu qui me permet de mettre
mettre à distance donc les deux grands récits héroïques, à la fois le récit blanc de la grande génération et de la belle guerre, et puis le récit que certains Africains-Américains continuent à raconter aussi, parce et je comprends ce besoin, j'en comprends la légitimité, mais de raconter les faits héroïques des Africains-Américains. Mais donc la légende des Tuskegee Airmen, qui est réactivée même, je pense à quelque chose de très récent dans la culture populaire, la série de Marvel Falcon and Winter Soldier, où on voit que Captain America, il y avait un équivalent noir qui a été oublié, méprisé, mais en fait c'est lui qui doit maintenant incarner le Captain America. Enfin, on voit qu'il y a des ressorts de réactivation très très puissants encore aujourd'hui. Ouais. Et moi j'ai été assez surprise en visitant le nouveau musée d'histoire et de culture africaine-américaine sur le Mall, de voir qu'en fait c'était principalement ces histoires-là, ces histoires d'héroïsme, les soldats aussi noirs qui ont permis l'atterrissage des ballons dirigeables pendant le débarquement, enfin ce type de soldats qui étaient mis en évidence, alors que pour 450 000 soldats sur 500, en gros, c'est la ségrégation, c'est l'humiliation. L'ennui, l'attente, les bases où il se passe rien. Et le retour à la maison après la guerre, sans pouvoir bénéficier des avantages sociaux du GI Bill qui sont octroyés à tout le monde. Et puis c'est aussi, ça on n'en a pas parlé, mais une justice militaire particulièrement sévère. Quasiment, je me souviens plus de la proportion, mais c'est plus des 2/3 des sanctions à la peine capitale sont infligées à des Africains-Américains. Donc une expérience de la guerre qui est une expérience très douloureuse en fait. Merci beaucoup. Je rappelle le titre du livre, Une armée noire, Fort Huachuca, Arizona, 1941-1945. Est-ce que pour finir, vous auriez un conseil de lecture ou autre conseil d'ailleurs que vous voudriez partager ? Ouais, volontiers. Alors, je vais vous faire partir des États-Unis, revenir en fait à mon terrain soviétique du départ, même si j'ai jamais travaillé sur des sources soviétiques. En fait, cette année, j'ai découvert une pièce de théâtre sur laquelle je travaille avec un groupe qui m'a beaucoup plu et dans lequel je retrouve toujours beaucoup de ressources. Ça s'appelle Le Suicidé d'un dramaturge soviétique qui s'appelle Nikolai Erdmann. Et donc, c'est une pièce de 400 pages qui raconte en fait l'histoire d'un personnage qui s'appelle Semyon Semyonovitch, qui est en gros à la fin des années 20 et qui est une forme de parasite social, qui n'arrive pas à travailler dans une société où ce n'est pas possible de travailler. Et donc, il y a plein de représentants de la société soviétique, l'intelligentsia, les ouvriers, les artistes, les femmes, qui vont essayer de l'acculer au suicide et de le convaincre que lui doit porter la parole de révolte. La parole libre, c'est seulement la parole des morts. Et donc, ce Semyon Semyonovitch va finalement renoncer à se suicider, mais il y aura eu toute cette réflexion sur ce que veut dire mourir dans une société où la censure a déjà commencé à opérer et où Nikolai Erdmann lui-même, il va être condamné au silence. Merci beaucoup, on mettra la référence sur le site Parole d'Histoire. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.